Bonjour les amis, nous sommes le lundi 18 mai 2020, deuxième semaine de déconfinement. Ce déconfinement très mystérieux, où l'on voit de plus en plus de personnes se balader avec des masques, devoir rentrer dans des magasins, sinon ils ne peuvent pas, s'ils ne sont pas équipés de masques, alors que pendant la pandémie, on voyait, alors que le virus était présent, et on verra encore dans cette émission que c'est fini, la pandémie se termine, ils n'avaient pas de masque. Alors qu'ils rentraient quand même dans des magasins, dans des hypermarchés qui sont restés ouverts, lieux où, je vous le rappelle, il y a le plus de virus au mètre cube. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je suis vraiment content de votre fidélité, de vos messages reçus, nombreux toujours encore. J'arrive pas à tous à les lire, hein, pardonnez-moi. Et j'ai aussi remarqué qu'il y avait du relais, il y avait des gens qui faisaient un travail exceptionnel. Et donc, c'est à moi aussi de vous les faire connaître, de vous les faire partager. Je vous avais déjà présenté dans d'autres émissions la super chaîne de Marcel. Donc là, il a fait une émission sur Bill Gates et l'OMS, et notamment son président de l'OMS. C'est quelque chose à voir, à diffuser. Abonnez-vous, soutenez-le. C'est vraiment super le travail qu'il fait parce que il a une autre accroche que moi et il touche un autre public et c'est ça qui est bien, quoi. Nous tous ensemble, on doit être là, des lanceurs d'alerte. Même si on se fait, même moi, si je me suis fait attaquer dans la presse, là maintenant j'arrête de compter. J'étais encore attaqué dans l'Express, tout ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Un autre site qui fait du bon boulot, il s'appelle l'Aile Astic. Hein. Je vous mets évidemment tous les liens de ces chaînes dans le descriptif de l'émission. Il a fait un super travail sur l'Obamagate, le scandale dont il est interdit de parler. Et évidemment, il y a d'autres sujets sur sa chaîne. Et j'ai aussi découvert une chaîne qui s'appelle Le Croissant de Lumière. Là, il a fait une belle émission, Bill Gates, l'Artemisia, Afrique et ses projets crypto-monnaie et traçage, tracing, vaccin. Voilà, donc il faut aider ces chaînes-là, je les relais, pour que le message soit plus ample et plus diversifié, touchant d'autres publics, c'est important. Mais il y a d'autres moyens d'expression en fonction du métier que l'on fait, en fonction de ce que l'on ressent. Et vous savez que vous êtes nombreux à me dire « Oh là là, Sylvano, j'arrive pas à éveiller les gens, ils dorment tous. » Et donc, j'ai été contacté par une photographe d'origine allemande qui va se présenter et qui, elle, en avait aussi marre de ne pas pouvoir alerter les gens. Et elle a utilisé sa méthode à elle, c'est-à-dire les photos de nu, parce qu'elle fait de l'art en photo du nu, pour interpeller. Bonjour, mademoiselle Sarah Louise Breitling. Bonjour, bonjour. Alors, pourquoi tu m'as contacté? Ben, je t'ai contacté parce que j'avais du mal à faire passer certains messages, et enfin, surtout auprès de mon entourage, je pense que comme beaucoup de monde en ce moment. Et du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être apporter ma petite touche perso avec tout ce qui se passe. Et c'est vrai que ben, avec mon art le nu, les gens sont souvent intrigués. Et je me suis dit pourquoi pas associer les deux. Donc par l'image, essayer de choquer d'une certaine façon pour ensuite faire comprendre certains messages. Oui, parce que tu m'expliquais qu'en fait, quand tu passais un message et que tu mettais juste le message, bon, il n'y a personne qui regardait, personne ne likait, quoi, en gros. Non, personne ne le lisait ou personne ne likait. Et donc là, un exemple d'un message que tu as mis le 15 mai, est-ce que tu peux nous le lire? Parce que moi, je le trouve fantastique. Hein. Et je vais Attends, le mettre en photo parce que tu l'as agrémenté d'une photo. Tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi une photo de toi devant la pyramide parisienne. Et donc, on voit déjà 329 partages. Donc, c'est exceptionnel, quoi, je veux dire. Parce que moi, j'arrête pas de dire, si vous réussissez à éveiller une personne dans une journée, vous avez déjà fait un bon travail. Alors, lis-nous ce que tu nous as écrit. Alors, j'avais écrit vendredi, je ne pensais pas du tout que ça allait être autant partagé. Hein. J'avais écrit « Je suis profondément peinée. Je suis peinée de voir le manque de jugeote de la plupart d'entre nous.
Je suis peinée de constater que la majorité ne pense plus par elle-même. Je suis peinée d'entendre des gens me dire « Mais à quoi bon se battre? Je préfère penser à moi. » Je suis peinée par le manque de courage dont beaucoup font preuve. Je suis peinée par le manque d'humanité et d'écart entre les gens qui se creusent chaque jour un peu plus, dociles par la fainéantise, tel un troupeau guidé droit vers l'abattoir. Chaque jour qui passe, nous perdons peu à peu nos libertés. Quelle ingénieuse idée, ce microbe dont je refuse de citer le nom, car je refuse de lui apporter de l'importance. Quel diabolique prétexte pour nous rendre aliénables. Quelle idée de génie, conditionner toute une nation par la peur de mourir. La vie, c'est mourir. Chaque seconde qui passe nous rapproche inévitablement de la mort, de notre corps physique. Me concernant, je n'ai ni peur de la mort, ni peur de dire haut et fort ce que je pense, de me battre pour nos droits, nos libertés, notre futur et celui de nos enfants. Je n'ai pas peur d'être vue comme marginale, ça fait bien longtemps que je ne vis plus dans la crainte de ce que pourrait penser autrui. Il est plus que jamais nécessaire de se sortir du cadre afin de créer quelque chose de nouveau, mais ensemble. Se rassembler afin de donner naissance à quelque chose de neuf, de sain dans notre humanité. Si vous vous croyez libre, vous vous trompez complètement. Et donc, pourquoi tu as choisi cette photo de toi? J'ai choisi cette photo parce qu'en fait, je trouvais qu'elle symbolisait justement cette liberté qu'on perd progressivement. Pourquoi la pyramide du Louvre? Parce que c'est Paris, parce que c'est notre symbole à nous. Enfin, j'aurais pu prendre une de mes photos de la Tour Eiffel. En fait, je trouvais que dans cette photo, il y avait et la légèreté de cette femme, tu sais, qui enlève ses habits avec le public derrière, mi-choqué, enfin, qui fait attention sans faire trop attention, tu sais, un peu comme conditionné, comme s'ils étaient eux déjà complètement conditionnés. Oui, parce que je mettrai l'adresse de ton site Instagram où tu publies tes photos. Ouais, Et c'est vrai que tu fais des photos de nus en plein public, quoi. Et c'est toi ouais. qui te prends en photo. Tu mets un minuteur, c'est ça? Soit un minuteur, soit j'ai l'application sur mon téléphone. Tu sais, je peux brancher mon réflexe avec mon téléphone quand ça devient trop risqué, quoi. Ah, mais c'est beau hein, ce que tu fais, les photos, toutes les photos. Moi, je vous recommande d'aller sur l'Insta de Sarah Louise. Il est juste extraordinaire. On va juste montrer une photo là qui m'a interpellé. C'est à Strasbourg. Tu es dans un godet d'une pelleteuse. Tu t'es mis. Mm. C'était quoi le message que tu voulais faire passer à travers cette photo? C'était une sorte de protection par rapport à tout ce que les femmes endurent de nos jours. Je l'avais fait cette photo il y a quelque temps parce que c'est vrai que j'étais souvent agressée dans la rue et que quand j'ai vu enfin pour moi c'était le message, c'était dans ce monde aujourd'hui de se protéger du jugement extérieur en tant que femme, hein, je parle. Et donc, hier soir, tu m'as envoyé une photo. Tu étais à Strasbourg et tu m'as envoyé une photo. Alors là, c'est pas avec ton réflexe, mais avec ton iPhone. Moi, je sais pas comment tu fais des photos aussi bien avec un iPhone. Et moi, j'ai trouvé ça juste extraordinaire, quoi, parce que c'était à 20h02. Donc, je me suis dit, purée, attends, les autres, il y a la majorité des personnes qui sont devant les journaux de la peur, là, les JT de 20h, cluster, virus, recrudescence, ou je sais pas trop ce qu'ils racontent. Et là, on va voir plein de monde qui se balade, plein de jeunes qui, tu me disais, ils mangeaient, tu disais qu'il y avait de la musique. Raconte-nous cette ambiance. Bah, c'était une ambiance bien printanière, hein, tu sais. Les jeunes, les moins jeunes, au bord des quais, en train de boire des petites bières, en train de manger, faire des petits pique-niques avec un peu de musique, entre amis. Je trouvais ça très sympathique. Et Donc, personne avec un masque. et non, très peu de gens avec un masque. Je crois que les seules personnes que j'ai vues avec un masque, ça devait être les personnes un peu plus âgées. Sarah, moi j'ai été ravi de te faire connaître à tout le monde. Continue, hein, franchement, continue, c'est bien. Ce que tu fais, si tout le monde pouvait faire comme toi, ça serait génial. Et puis, si je te donne, si jamais tu te balades de nouveau dans Strasbourg, tu vois, c'est de là, tu peux faire des petites vidéos. Je Hein. le Ce ferai serait peut-être volontiers. une idée qui me vient comme ça, de faire le journal de 20 heures de la vraie vie, quoi, au lieu du journal de 20 heures des médias mainstream. Très bien, je te le ferai avec plaisir cette semaine, puisque du coup il fait très beau, je crois. Ben, merci beaucoup, Sarah. Bonne continuation à toi. Merci à toi. Ce week-end a aussi été l'occasion de voir que maintenant les débunkers et la désinformation commencent à attaquer sur des choses
Oui, évidemment, eux, de toute façon, ils attaquent sur. Ils ont aucune honte, hein, ces gens-là, de mentir. Il faut bien en être conscient. Donc j'ai vu, oui, attends, c'est quoi Raoult au Sénat? Non, Raoult n'est jamais passé au Sénat. Ouais, si, Raoult est passé au Sénat. C'est un rapport de 65 pages, hein, que vous pouvez trouver sur le site du Sénat. Le Sénat auditionne beaucoup, hein. Ici, par exemple, vous avez lors d'une audition des représentants des collectivités locales devant le Sénat, le président des régions de France, Renaud Muselier, est revenu sur la gestion de la crise sanitaire dans sa région sud et affirme s'être battu dans le sillage du professeur Raoult contre les protocoles mis en place en France. Euh, donc, ils disent quoi? Bah, qu'en fait, nous sommes les derniers à être rentrés en zone rouge et les premiers à en sortir. Je ne sais pas si le traitement du professeur Raoult est le bon, concède-t-il, mais le constat dressé par le président des régions de France est sans appel. Ce qu'on a fait est simple. Nous avons dépisté Toulon, Nice et Marseille. On a isolé, mais pas à domicile, ce qui fait en sorte que toute la famille soit contaminée. Et on a traité, ce que dit le professeur Raoult, ce que disent les Coréens du Sud, les Japonais depuis le début. Le résultat, entre le 1er et le mars et le 20 avril, une augmentation des décès en région PACA de 15% par rapport à la même époque 2015, contre 60% pour le Grand Est et 95% en Ile-de-France. Il dit aussi que renvoyer les patients chez eux, c'est de la pure folie. Je rappelle qu'il est médecin de profession et il oppose son sentiment de médecin de terrain face aux consignes des instances sanitaires. Je me suis battu face à des académiciens qui disaient n'importe quoi sous prétexte qu'ils étaient académiciens et d'ajouter quand vous êtes médecin, c'est très difficile d'avoir un patient en face de soi et de lui dire qu'on ne peut pas le soigner sans savoir pourquoi on n'a plus le droit d'ailleurs. De lui dire tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre du Doliprane, et quand ça ne va pas, tu téléphones au SAMU parce qu'on va t'hospitaliser et te mettre en réanimation. Le président des régions de France renchérit, c'est de la folie pure. Quand on est médecin, on ne peut pas accepter ça et nous avons été globalement démunis. Renaud Muselier ne retient pas ses coups, comme il le dirait lui-même. Ce n'est pas grave, on a l'habitude dans le Sud. Hein. Et puis, si on va sur le site de l'IHU, regardez, ça c'est l'incidence cumulée des patients décédés du Covid-19 à Paris et à Marseille. Donc vous voyez, en abscisse, c'est le temps, en ordonnée, c'est les nombres de patients. Et vous voyez qu'à Marseille, ça a été complètement sous contrôle de A à Z. Raoult a fini, a raison, la pandémie, elle est finie. D'ailleurs, du reste, regardez Karine Lacombe, qui se faisait remarquer sur les plateaux télé, où elle critiquait violemment le professeur Raoult. Et donc, quelques mois après, face au naufrage des essais clinique Discovery et de son essai à elle, hein, sur le plasma, qu'elle n'a pas réussi, alors que, à moins qu'elle ressorte des résultats incessamment sous peu, alors qu'en Italie, vous avez vu que, je vous les ai déjà montrés dans les émissions, le traitement au plasma marche du tonnerre, et donc elle reconnaît, Karine Lacombe, une certaine efficacité au traitement à base d'hydroxychloroquine. Mais oui, parce que là, maintenant, même les débunkers, même la désinformation n'y peut plus rien, quoi. Ils ont encore beau trouver des petites études de 100, de 60 patients qui disent que l'hydroxychloroquine ne sert à rien. Ça devient stupide. Ça devient stupide. Les médias, arrêtez de raconter des conneries. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, c'est ce qui est le plus utilisé dans le monde et cela fonctionne fantastiquement bien. Du reste, je vous avais aussi parlé de l'ivermectine dans mes émissions. Au Bangladesh, 60 patients atteints de coronavirus guéris avec une combinaison de deux médicaments courants, c'est-à-dire l'ivermectine que je vous relate depuis plus d'un mois, et un autre antibiotique. Les deux associés font des merveilles, mais évidemment, chez nous, on attend toujours le résultat des études. Et vous savez, la vidéo qui a été supprimée partout sur le net du docteur Judy Mikovits, et bien maintenant les débunkers disent mais attends, mais Judy Mikovits, c'est un tout petit médecin, elle n'est pas du tout ce qu'elle dit. Voilà, les campagnes de désinformation massive classique, hein, quand c'est pas bon. Luc Montagnier, un prix Nobel, c'est fantastique, il raconte quelque chose qui n'est pas dans dans le prisme de la pensée unique. Il devient sénile ou il sait plus ce qu'il dit, quoi. C'est vraiment ultra classique de ces gens-là. Donc euh, elle est tellement peu reconnue, je dis Mikovits, que, vous voyez, elle est assignée à témoigner devant le Congrès sur la corruption du docteur Anthony Fauci, le virologue en chef US. Et donc, vous voyez que ce n'est pas un petit médecin qui pourra arriver à cela. Mon ami chez Neo, qui ensuite, je vais encore vous reparler de lui parce qu'il a traduit la vidéo de la députée italienne que je vous avais déjà présentée, Sarah Cognuel. Et donc, sur sa chaîne, non, c'est pas sa chaîne, sur son site Neo News, je vous mets le lien, vous allez pouvoir retrouver la fantastique interview du docteur Judy Mikovits.
hein, parce qu'elle a été supprimée de l'ensemble des réseaux sociaux, partout, et c'est sous-titré en français. Régalez-vous, allez chez Néo, et puis il y a plein. Son site, il est fantastique, il a plein de vidéos. Allez-y. Tout a été dit. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que le livre Plague of Corruption, ça veut dire le fléau de la corruption, qui a été écrit par le docteur Judy Mikovits et Kent Ekenveli, avec une préface de Robert F. Kennedy Jr., est numéro 1 des ventes, toutes catégories aux USA. Numéro 1 des ventes, toutes catégories aux USA. Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma ne veulent pas que vous lisiez ce livre, car vous allez apprendre la vérité sur les décennies de fraude à la recherche et de dissimulation de vaccins du complexe industriel et de santé publique. Ça, c'est Michael Malkin qui le dit, qui est un auteur d'une commentatrice politique. Luc Montagnier lui dit « L'un des principaux problèmes de notre époque est la perte de confiance du public dans la communauté scientifique à cause d'une coalition trop souvent corrompue d'entités gouvernementales et d'entreprises. » Le livre de Judy Mikovits et de Kent Ekenveli plonge au cœur de cette corruption rampante qui cache au public des vérités scientifiques qui pourraient aller à l'encontre des intérêts économiques du pays. Du reste, j'ai envie de vous dire, à l'Ouest, rien de nouveau, parce que regardez, en mars 2016, la Cour des comptes, vous savez, cette incroyable institution que l'on paye avec nos impôts, qui donne tous les trimestres d'excellents conseils, et qu'on ne nous coûte jamais, avait fait un rapport sur la prévention des conflits d'intérêts en matière d'expertise sanitaire. Déjà là, en 2016, évidemment, on avait mis le doigt sur la problématique entre les conflits d'intérêts de Big Pharma, hein, le docteur Raoult vous a souvent parlé de Gilead, vous savez, le fabricant du Remdesivir qui ne fonctionne pas. Ben regardez, Gilead Science est-il un excellent titre de dividende? Le rendement de dividende de 3,5% est un des meilleurs sur le marché. Bah oui, Gilead a pris 16% grâce aux annonces tonitruantes de l'OMS qui disait en mars, le Remdesivir sera l'unique médicament contre le Covid. Donc vous voyez ce que ça donne. Évidemment, il y a de bonnes nouvelles aussi du côté des vaccins, puisque vous savez que c'est la course aux vaccins, que maintenant tout le monde, je vous ai déjà montré différentes études qui montrent que le vaccin, eh ben, va falloir du temps quand même pour le faire, même s'il y en a beaucoup qui annoncent des choses. Il faut aussi comprendre aussi par rapport à ce qu'on vient de dire sur Gilead, que un labo pharmaceutique, il reçoit des sous en disant qu'il étudie le vaccin, donc il reçoit des millions et des millions de dollars. S'il fait des annonces tonitruantes, on y est prêt d'arriver, bah, c'est encore plus de millions de dollars qui arrivent, l'action elle monte, tout ça c'est un business. Il y a 35 laboratoires, plus de 35 laboratoires dans le monde qui courent après le vaccin contre le coronavirus, alors que les infectiologues et les virologues disent que, bah écoute, ça sert à rien, quoi. Ici nous avons le docteur Carol Sikoro, ancien chef du programme de lutte contre le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, qui affirme le 17 mai que le coronavirus est très susceptible de s'épuiser naturellement, de sorte qu'un vaccin n'est plus nécessaire. Il dit que le Covid pourrait finir par s'essouffler tout seul, ce que disent énormément d'infectiologues. Mais énormément, quoi. Donc, vous voyez, partout, ces commentaires, le coronavirus pourrait s'épuiser naturellement. Je vous avais aussi mis un autre infectiologue italien, Le Focke, que le virus s'éteint. Si les choses continuent de cette manière au cours des 2 premières semaines de mai, nous pourrons sortir et réorganiser notre société. Si ce virus se comporte comme il se doit, et comme l'histoire des coronavirus nous fait penser que nous pourrions retourner à notre vie sociale d'avant. Le Covid semble destiné à dormir, tout comme ses frères MERS et SARS. Je ne pense pas qu'un vaccin soit indispensable dans 1 an ou 1 an et demi. Et donc ça, c'est évidemment, c'est à contre-courant du virus de la peur, de la propagation de la virus de la peur, parce que eux, ils veulent pas ça. Regardez un peu ce que Soros dit, le coronavirus est une opportunité révolutionnaire pour réaliser nos objectifs. Je vous laisse tous ces articles, vous pourrez les lire, donc vous comprenez que objectif révolutionnaire pour atteindre des objectifs. C'est pas en disant que finalement c'était un tout petit virus de rien du tout, avec une létalité inférieure à la grippe. C'est sûr qu'en ne le soignant pas, les personnes fragiles, cette létalité peut augmenter, mais ça je vous l'ai aussi déjà expliqué dans mes émissions précédentes. Pour le professeur Vernazza, la plupart des personnes figurant dans les statistiques sur le corona ne sont pas mortes de la maladie du Covid. Ça aussi, je vous en avais parlé.
Il dit que j'avais dit que le taux de mortalité du Covid était de l'ordre d'une grippe saisonnière. J'ai été sévèrement critiqué pour cela. Mais je crois encore aujourd'hui que ce n'est pas si faux. Pourquoi devrais-je porter un masque? Le masque empêche la transmission de la maladie par une personne infectée qui présente également des symptômes de la maladie, et il n'existe aucune preuve scientifique d'un bénéfice supplémentaire, et beaucoup de gens croient à tort qu'une personne qui tousse peut les infecter. C'est des médecins qui parlent, hein. Pour le professeur Bagdi, un vaccin contre le coronavirus serait inutile et dangereux, et les masques sont des nids à microbes. Selon lui, les masques pour la population générale ne sont pas nécessaires et peuvent en fait être des nids à microbes plus nuisibles qu'autre chose. Il explique que la crise actuelle a été provoquée par les politiciens eux-mêmes et n'a pas grand-chose à voir avec le virus, mais également qu'un vaccin contre le corona sera inutile et dangereux, comme c'était le cas déjà pour la grippe porcine. Il pointe également la responsabilité de l'OMS qui, selon lui, n'a jamais assumé la responsabilité de nombreuses mauvaises décisions qu'elle a prises au fil des ans. Donc tout ça, c'est dans mes émissions. Ça devient un petit peu redondant, mais c'est juste pour rassurer les gens, là, que je vois encore avec des masques. Et à l'école, il y a une BD qui vient de sortir pour les tout petits, de 25 pages quand même. Et donc, où on trouve, en tout cas, ne l'oublie pas, un jour, Coco, donc Coco c'est le nom du Covid, et sa bande d'affreux finiront par nous laisser tranquilles, et l'école pourra recommencer tout comme avant. Peut-être après les vacances d'été. Bah voyons, allez. Ils essayent, quoi qu'il arrive, de continuer à propager le virus de la peur. Et là maintenant, je vous laisse avec le fantastique discours, c'est le deuxième fantastique discours de la députée Sarah Kounialé. Cette fois-ci, c'est pas mon ami Christophe qui l'a traduit, et c'est mon ami Néo. Et là aussi, vous pouvez la trouver sur sa chaîne. Il m'a donné l'autorisation très gentiment de vous la représenter. Abonnez-vous à Néo, abonnez-vous à tous les gens là que je vous ai présentés dans cette émission. C'est des lanceurs d'alerte de plus. Merci à eux, ça fait du bien d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide, parce que moi je m'épuise hein, quand même. Voilà, je vous dis peut-être à demain, je ne sais pas s'il y a des choses à commenter, parce que franchement, la pandémie, il y a vraiment plus rien. Même si dans la presse on dit cluster, ah oui, un cluster, ou ça, ah oui, tiens, il y a 3 personnes. Oui, il y aura encore des infections. Je vous avais dit que ça se termine à 99% et que le virus disparaîtra à 100% courant de l'été, en juin ou en juillet, voire en août, mais il restera plus rien, quoi. Il restera deux trois cas. Et avec ces deux trois cas, ils vont continuer à nous vendre le virus de la peur. Et en septembre, il n'y aura plus rien. Si, il y en aura encore un peu au Qatar, comme je vous les avais montré dans les courbes, dans l'Arabie Saoudite, et donc ils essaieront de se focaliser là-dessus. Voilà. Allez, bye bye, merci, à bientôt. Et je vous laisse avec Sarah. J'espère qu'il y a un député en France qui ose avoir le discours que tient Sarah. Souvent on dit, j'entends de plus en plus, mais il y a de plus en plus de femmes lanceuses d'alerte. On vient de le voir aussi aujourd'hui avec Sarah. Oui, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Peut-être que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Allez, bye bye, bisous. La deputata Sara Cunial. Grazie Presidente. Prego. Hobbes ci diceva che il potere assoluto non nasce con un'imposizione dall'alto, ma dalla scelta di individui che si sentono più protetti rinunciando e concedendo la propria libertà ad un terzo. In virtù di questo, voi proseguite anestetizzando le menti a base di mass media comprati, a mucchina e PNL, con parole come regime, consentire e permettere, fino al punto di permettervi proprio di normare anche i nostri legami e i sentimenti e certificare i nostri affetti. Quindi, in questo senso, la fase 2 non è nient'altro che la prosecuzione della fase 1, si cambia solo il nome, come già avvenuto peraltro per il MES. Abbiamo capito che non si muore di certo per il solo virus, ed allora si potrà soffrire e morire, grazie a voi, a norma di legge per la miseria e la povertà. E come nei migliori regimi, la colpa sarà scaricata solo e unicamente su noi cittadini. Ci togliete la libertà e dite che ce la siamo cercata, al grido del divide et impera.
a rimetterci soprattutto i nostri figli, anime violentati in accordo con il garante, si dice, dei loro diritti e delle cismai varie. Sarà allora concesso il diritto alla scuola solo con un braccialetto per abituarli alla libertà vigilata, ai TSO schiavisti e ai lager virtuali, in cambio di un monopattino e di un tablet. Il tutto per assecondare gli appetiti di un capitalismo finanziario il cui motore è il conflitto di interessi, ben rappresentato dall'OMS, il cui primo finanziatore è il noto filantropo e salvatore del mondo, Bill Gates. Lo sappiamo tutti ormai. Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale, puntando ad ottenere il primato su agricoltura, tecnologia e energia, e dice, testuali parole riprese da una sua dichiarazione: se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15%. E continua, aperte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa, ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della stessa malattia, così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario, oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. E allora in questa tavola imbandita c'è tutto il deep state in salsa italiana. C'è la Sanofi che insieme alla già collusa Glaxo, gli amici per intendersi di Ranieri Guerra, di Ricciardi e del noto virologo che noi paghiamo a 2.000 euro ogni 10 minuti per le presentazioni in Rai, sigla accordi con le società di medicina per l'indottrinamento dei medici del futuro, facendosi beffe della loro autonomia di giudizio e del loro giuramento. Ci sono le multinazionali high-tech come la Romana Engineering, amica tra l'altro del nobile Mantoan, o la Bendy Spoons della Pisano, per il controllo e la gestione dei nostri dati sanitari rispetto dell'agenda europea ID 2020 di identificazione elettronica che ricorre proprio alla vaccinazione di massa per ottenere una piattaforma di identità digitale, tra l'altro in continuo con la cessione dei dati già avviata da Renzi all'IBM. Renzi che ricordo nel 2016, tra l'altro, ha dato un più 30% al Global Fund proprio di Gates. Ci sono gli amici di Aspen come Sasson e Colau, che con i suoi report di 4 pagine da 800 euro l'ora, senza alcuna revisione scientifica, ci detta la sua politica da generale del Bilderberg ben lontano dal campo di battaglia. Ma l'elenco è lungo, molto lungo. Ci sarebbe anche la Medtronic di Arcuri, eccetera, eccetera. Il contributo italiano all'Alleanza Internazionale contro il Coronavirus sarà di 140 milioni di euro, di cui 120 a Gavi Alliance, proprio la no profit creata dalla Fondazione Gates. E sono solo la parte dei 7,4 miliardi di euro recuperati dalla Commissione europea per trovare i vaccini contro il coronavirus, che serviranno proprio a quanto sopra descritto. Nulla ovviamente per la sieroterapia, che ovviamente ha il terribile effetto collaterale di costare pochissimo, tanto meno per non parlare della prevenzione, quella vera, che riguarda il nostro stile di vita, la nostra alimentazione e il nostro rapporto con l'ambiente. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavie e schiavi, violandone sovranità e libero arbitrio. Il tutto tramite i vostri inganni travestiti da compromessi politici. Allora, mentre voi stracciate il codice di Norimberga con TSO, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni, avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese, noi fuori con i cittadini moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti. Le chiedo gentilmente, Presidente... Colleghi deputati, questo è un Parlamento libero dove ciascuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni e ognuno
è tenuto a rispettarle. Se non le condivide, a sua volta ha la libertà di manifestare il proprio pensiero. Basta con questo atteggiamento. Grazie, Prego, Presidente. concluda. Concludo. Chiedo a lei, Presidente, di farsi portavoce di un consiglio al nostro Presidente Conte. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie.